Voilà, ici donc je vais faire une petite vidéo sur les limites. Les limites et définir un petit peu les limites ce que c'est. Bien sûr les limites en un point, parce qu'il existe en un point défini, parce qu'il existe les limites en l'infini. Bon, ici je vais définir la limite en un point donné. Alors avant de parler de limites, c'est les limites, il faut définir une fonction. Donc une fonction est définie de telle sorte, y égale f de x. C'est quoi comme fonction? C'est une fonction à une variable. Hein, parce que la variable indépendante c'est x et y est la variable dépendante. Puisque si j'écris z égale f de xy, là j'ai une fonction à deux variables indépendantes, dont une est variable dépendante par rapport aux deux variables indépendantes. Donc ici c'est une variable, c'est une fonction à plusieurs variables. Je rappelle qu'ici on peut représenter ça dans un axe xy, alors que celui-ci c'est dans un axe x, y, z. X, Y, Z. On peut parler de continuité aussi bien là que là, ou de limite aussi bien là que là. Bon, ça ne change pas grand-chose. Bon, simplement, il y en a un, ce sera une surface, et l'autre, c'est une courbe. Voilà, quand on a une variable, c'est une courbe. Quand on a deux variables, c'est une surface. Alors, quand on parle de limite, si on devait parler de limite, d'office, il faut parler de, bien sûr, limite d'une fonction à une variable, donc y égale f de x. Vous comprendrez qu'il faut, il faut parler de notions ensemblistes. Hein. C'est un ensemble de points que je vais appeler x, qui est inclus ou égal à r. C'est un ensemble de points que je vais prendre. Ce sont des notions ensemblistes. Bon, et ces notions, cet ensemble x est inclus ou égal à r. Ça veut dire que c'est soit tout r ou soit une partie de r. Mais cet ensemble x, c'est l'ensemble c'est l'ensemble pour lequel on a à chaque fois un départ de flèche. Donc là, j'ai x1, x2, x3, x4. Ici, si j'ai 3 points, y2, y3, y4, un départ de flèche, ça veut dire que ce sont les x pour lesquels ils ont une image. Ça veut dire que x2, x3, x4 sont le domaine ici. Pour les 4 points ici, x1, x2, x3, x4, le domaine c'est x2, x3, x4. x1 ne fait pas partie du domaine. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des x, ça, c'est l'ensemble des images y égale f de x. Alors, bien sûr, on note pas le domaine x. Hein. Le domaine, ça s'écrit d'une certaine façon. Alors, comment mettre ça en pratique? Les x qui sont inclus ou égal à r, pour lequel, je veux dire, les x possèdent une image, une seule image, bien sûr. Comment écrire ça? Tout d'abord, c'est pas x, c'est soit d ou domaine, ou soit domaine de la fonction f, ou encore domaine avec de f avec un grand D. Il y a différentes écritures pour définir le domaine, l'ensemble du domaine. L'ensemble domaine qui est un ensemble. Tout ça, ce sont des ensembles. Hein. Alors bon, ici, moi, je peux prendre celui-ci comme écriture, comme symbole de domaine. Je prends le domaine ou celui-ci, c'est comme vous voulez. Alors là, on a y qui est défini en fonction de x. Voilà, par exemple, x carré plus 5x plus 6, par exemple. Voilà, ça c'est ma fonction. Hein, c'est-à-dire que si je mets 1 en x, y vaudra une fois 1, 1, plus une fois 5, 5. 5 plus 1, ça fait 6, 6 plus 6, ça fait 12. Voilà. Si je mets 2, j'aurai 2 au carré, 4. 4 plus 2 fois 5, 10, plus 4, 14, ça fait, pour 2, ça fait 20. Voilà, et ainsi de suite, j'ai une infinité de points. Et en fait, ici, le domaine, bien sûr, vous comprendrez que c'est R. Hein. Le domaine, c'est R, c'est tout R. Hein. Parce qu'il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de racine carrée qui vient restreindre le domaine. Je peux mettre tous les nombres, j'ai pas de dénominateur, je n'ai pas de, voilà, de logarithme, etc., etc. Il y a plein de fonctions où on a une restriction voilà, des valeurs dans R. Alors, il faut définir le domaine. Comment est-ce que je peux écrire le domaine? Le domaine de la fonction, bon, je vais l'écrire comme ceci, est inclus ou égal à R. Ok, donc c'est un ensemble qui est inclus en partie dans R ou égal à R. Mais qu'est-ce que c'est que ce domaine de f? Si je devais le définir,
Mais en fait, c'est l'ensemble des x, bien sûr, qui appartiennent à R, enfin, c'est un nombre réel, tel qu'il existe un seul y, si vous voulez, un seul y, lui aussi appartenant à R, de telle manière à ce qu'on ait une image. Une image, c'est f de x égale y. Voilà. Et ça, bien sûr, il est inclus ou égal à R, comme je vous ai dit, c'est une partie de R ou R tout entier. Voilà. Bon, je rappelle, ça c'est pour rappel, l'ensemble des images qui est aussi l'image de f, l'ensemble d'images qui est y égale f de x, eh bien, c'est aussi un ensemble. Et cet ensemble est défini comme étant y appartenant à R tel qu'on est y égale f de x. Et ça, c'est l'ensemble des images. Bon, donc là, nous voilà avec deux ensembles, ensemble du domaine et des images. Et de ce fait, je peux parler, si la fonction est définie, avec un domaine défini, eh bien, avec l'existence d'un ensemble domaine défini, eh bien, je peux parler, on peut parler, dans certains cas on peut parler dans certains cas de limite. Alors pourquoi dans certains cas? Parce que la limite n'est pas toujours possible de calculer. Alors moi, je vais parler de limite quand il est possible de la calculer. Quand il ne sera pas possible de la calculer, fatalement, je veux dire, ça sera hors contexte. Donc, si c'est hors contexte, il n'y a pas de définition pour ça, parce que c'est en dehors de la définition. Donc, si on ne sait pas calculer la limite, ben, je ne vais pas montrer comment fait-on pour ne pas calculer quelque chose qu'on ne sait pas calculer, mais je vais vous montrer comment, je vais vous donner la définition pour quelque chose qu'on sait calculer. Alors, qu'est-ce qu'on sait calculer? Quelle est la possibilité de calculer dans les limites? Bien, il y a deux possibilités. Deux possibilités que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, avant de voir les possibilités de calcul de limite, il faut se dire qu'est-ce que c'est qu'une limite. Bon, une limite dans la vie courante, c'est quelque chose qu'on atteint. Bon, en mathématiques, on parle plus de valeurs. Valeurs, ce sont des valeurs. Donc, en mathématiques, ce sont des valeurs qu'on peut atteindre. Ou que l'on approche de plus en plus près sans jamais l'atteindre. Donc, en fait, soit on l'atteint, soit on s'en rapproche de plus en plus près sans jamais l'atteindre. Donc, il y a deux cas de figure en mathématiques. Donc, ici, je vais définir, pour parler de limite, soit une fonction de R dans R, qui à Y fait correspondre f de x. Voilà, ma fonction, elle est définie. Qui fait correspondre, attention qui c'est x fait correspondre y. Y est égal à f de x. Voilà une fonction qui est définie. Je vais parler tout d'abord, avant de parler de limite, il faut parler de voisinage. Voilà, parce qu'on ne sait pas parler de limite sans parler de voisinage. Alors, le voisinage, si je prends ici un x0, je peux me rapprocher du x0. Voilà, x0. Bon, bien sûr, la fonction est définie ici. Pour un x0, si la fonction est continue ici, voilà, ça sera L. La valeur vaudra L. Voilà. Donc, ça veut dire que si je me rapproche de plus en plus de x0 par la droite, ou si je me rapproche de plus en plus par la gauche, eh bien, je me rapprocher de plus en plus de L. Et en finalité, si je remplace, si la fonction est continue en ce point-là, si je remplace x0 dans la fonction, je trouverai L, exactement L. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? X0, ici, il appartient au domaine de la fonction. Par exemple, je vais prendre un exemple, y égale x carré plus 4, on voit bien que le domaine, c'est R. Il n'y a pas de problème. Donc, si je prends un x0 quelconque, je prends 4, mais si je me rapproche de 4, je peux mettre le 4. Si je mets 4, la limite, ce sera 4 au carré, ça fera 16 plus 4, ça fait 20. Voilà. Si je veux me rapprocher de 4 par la droite, mais je vais me rapprocher de 20. Si je me rapproche de 4 par la gauche, je vais me rapprocher de 20. Et là je peux l'atteindre. Je peux atteindre la limite. Pourquoi je peux atteindre la limite? Parce qu'elle est continue. Donc si je mets 4,
Si je mets 4, ça fera 20. Si je mets 4 ici, dans x carré plus 4, et 4 fois 4, 16, non, ça fait pas 20, ça fait 4 fois 4, 16, ouais, 16 plus 4, ça fait bien, c'est juste. Voilà, ici je l'atteins, j'atteins la limite ici. Puisqu'en fait, je peux me rapprocher, je peux aller même jusqu'en x0, il n'y a pas de problème, je ne rejette pas. Donc ici, il est possible de calculer la limite quand x0 appartient au domaine. Bon, maintenant, prenons un autre cas de figure. Si je prends ce cas de figure-ci, où j'ai une fonction, là, ici, mais cette fois-ci, elle n'est pas définie en ce point-là, en x0. En x0 ici, elle n'est pas définie. Mais si elle n'est pas définie en x0, ben, malgré tout, je peux l'approcher. Je peux l'approcher par la droite, et je peux l'approcher par la gauche, et sa limite, on va se rapprocher de L. Mais c'est vrai qu'ici, je ne pourrais pas atteindre le L. Tout au plus, ici, je peux l'atteindre, ici, je ne peux pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que ici, le x0 n'appartient pas au domaine de f. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il n'appartient pas au domaine que je ne peux pas calculer. Je ne peux pas calculer la limite. Donc, quand x0 appartient au domaine, mais je peux calculer la limite. Si x0 n'appartient pas au domaine, je peux calculer la limite. Alors, comment ça se fait que tout à l'heure j'ai dit, bon, il y avait possibilité de calculer la limite, et parfois pas? Eh bien, ça, c'est un cas de figure de l'adhérence d'un point à une fonction. Bon, alors, tout d'abord, quand on parle de limite, il faut parler de voisinage. Et bien sûr, il existe pour un certain epsilon, si vous voulez, si je prends un epsilon donné, ben, j'aurai un delta donné, un delta existant. Si je fixe un epsilon donné, ben, j'ai un delta existant. Voilà. Et donc, là, j'ai créé un intervalle autour de x0 qui va, quand je prendrai une valeur aussi petite soit-elle dans l'intervalle, ben, je vais me rapprocher de L tout en étant dans l'intervalle ici epsilon L moins f de x moins L, le f de x ici moins L, je serai dans l'intervalle. Bon, mais là n'est pas la question, parce que je vais définir la limite après. Ici je vais déjà un peu trop loin, c'est pour vous dire que on calcule la limite au voisinage d'une valeur. Donc proche à droite de x0, à gauche de x0, à droite de x0, à gauche de x0. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le voisinage? Eh bien, je peux définir que x0 appartienne au domaine ou qu'il n'appartienne pas. On sait bien que x0 appartient à une valeur réelle telle que on va dire que x0 moins delta, point virgule, x0 plus delta, je peux enlever le x0. Hein. Voilà, ceci, ici je vais mettre parenthèse, ceci est inclus ou égal à, est inclus dans le domaine. Donc ça veut dire que tout ce qui est au voisinage de x0 est inclus dans le domaine. Bon, mais x0 n'est pas obligé d'être dans le domaine, je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré. Et là, quand on a ça, et ça, cette définition elle est valable que x0 soit dans le domaine ou pas. Voilà. Ça veut dire que au voisinage, du moment que le voisinage soit inclus dans le domaine, eh bien, je peux calculer la limite. Je peux calculer la limite. Mais x0 n'est pas obligé d'appartenir, je veux dire, au domaine. Il n'est pas obligé d'appartenir. Je vous l'ai dit, soit il appartient, soit il n'appartient pas au domaine. Mais ça, c'est une définition générale qui inclut, si vous voulez, le fait qu'il soit dans le domaine. Puisqu'en fait, il enlève x0 du domaine. Donc, le x0, s'il était inclus, c'est aussi valable. Voilà, donc, ça ne change rien. Et ça veut dire c'est le voisinage. Au voisinage de x0, eh bien, la limite, quand x tend vers x0, x étant une valeur très très petite, et ce x là, bien sûr, c'est une valeur qui fait partie du voisinage, bien sûr, hein, avec bien sûr x différent de x0, je dois prendre un voisinage existant, je ne peux pas prendre x0. Voilà.
de f de x, si je calcule ça, j'ai la limite L. Voilà, j'ai la limite L. Donc, si je prends une valeur x au voisinage de x0, compris dans l'intervalle x0 plus delta, x0 moins delta, voilà, je peux calculer sa limite, elle vaudra L. Donc, j'ai deux cas de figure. Si x est dans... si x possède... Si x est continu en x0 ou s'il est discontinu en x0. Allez, supposons qu'on va prendre cette fonction-là. Bon, celui-ci, il n'y a pas de problème, il suffit de remplacer x0 dans la fonction pour trouver le L, puisqu'elle est continue. Donc c'est pas un problème ça. Le problème réside ici, là où il n'est pas continu. Voilà, sa limite fait quand même L. Sa limite fait quand même L. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse calculer sa limite alors qu'elle est discontinue? Ben, c'est parce qu'en fait, on va faire un prolongement. On va faire un prolongement. On va se dire que ça, c'est la fonction f. On va la prolonger à une fonction g de telle manière que on la considère comme si elle était continue en ce point-là. Donc, et ça, quand on peut prolonger une fonction f vers une fonction g en tout point de x, bien sûr, en tout point x de f, on peut prolonger, ben, on dira que g est la prolongée de f. Et alors je peux rajouter le point de discontinuité qui était un point de discontinuité pour calculer la limite de la fonction g. Il n'y a aucun souci. Alors maintenant, quand est-ce possible de calculer les limites pour des points donnés? Mais quand il est adhérent. Quand il est adhérent, ben, le point est adhérent, ben, je peux calculer la limite. Voilà, par exemple ici, si j'avais un point de discontinuité ici, il est toujours adhérent. Si j'ai un point de discontinuité ici, toujours adhérent. Supposons que j'ai un intervalle, la fonction fait un intervalle AB. Donc, de là à là, est-ce que je sais calculer la limite ici? Oui, il est toujours adhérent, là il est toujours adhérent. Par contre, ce qui n'est pas adhérent, c'est s'il est en dehors de l'intervalle. Par exemple, j'ai une fonction qui est définie de là à là, voilà, et qu'il est en dehors, mais là je ne peux pas calculer la limite, il n'y a aucun sens. Aucun sens de calculer en un point extérieur à la fonction, parce que, je veux dire, elle n'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un point qui n'est pas défini dans la fonction, il est en dehors. On me demande de calculer ce point-là, qu'est-ce qu'il vaut, mais il n'y a aucune limite parce qu'il est en dehors, complètement en dehors. Voilà, donc c'est dans ce cas-là que c'est impossible de calculer la limite parce qu'il est en dehors, il n'est pas adhérent. Ce point-là n'est pas adhérent à la fonction. Je ne peux pas en faire une prolongée de la fonction qui est ici. Voilà, donc quand est-ce possible de calculer la limite? Mais quand le point, on va dire, quand le point est adhérent à la fonction, c'est-à-dire je peux créer une prolongée de la fonction initiale de telle manière à ce que je puisse calculer la limite et que dans la prolongée, si vous voulez, la fonction soit continue. Dans la prolongée, la fonction soit continue. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. J'avais écrit tout d'abord, tout à l'heure, j'avais écrit soit x0 appartenant à R, je prenais, si vous voulez, tel que je prenais un point du un voisinage, je créais un voisinage, x-0, x0 moins delta, point virgule, x0 plus delta, voilà, j'excluais le x0 et ceci c'était inclus dans le domaine de la définition, ça c'était un voisinage, et si je calculais x pour une tendance vers x0 pour x différent de x0, eh bien j'avais L. Là, L était la limite. Bon, ça on peut encore comprendre, c'est assez simple à comprendre. Maintenant vient une définition, je veux dire, en parallèle à ça, une définition en parallèle, qui va jouer non pas sur un calcul de limite, parce que les limites se calculent par des méthodes algébriques, hein. Ça dépend ce que l'on a comme fonction en présence, et on calcule les limites. Et bien sûr, il faut voir, bien sûr, attention que c'est pas je suis dans les limites, on a un point, hein, je ne suis pas en l'infini, parce que c'est encore des autres définitions différentes. Hein. On a un point x donné, x0 appartenant à R. Hein. C'est la limite, on a un point x donné. Je ne suis pas dans la limite en l'infini, plus ou moins l'infini. Je vous dis, c'est des autres définitions. Donc ça, c'est sa définition que je vais donner, et voilà pour x tendant vers x0.
Alors, pour ça, il faut que je refasse le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais... Là, à ce moment-là, il faut que je m'exprime en fonction de... Donc, j'ai toujours mon x0. J'ai mon intervalle, ici, bien sûr, le x0, la fonction va me donner une limite L. Voilà. Le x, il va se rapprocher de plus en plus de x0, soit par la gauche ou par la droite ou par la gauche. Voilà mon x, hein, les valeurs x qui vont se rapprocher de x0. Ici, les valeurs ici, f de x vont s'approcher de L, que ce soit par le dessus ou par le bas. Mais là, il faut se fixer un epsilon donné, hein, un epsilon donné, qui est une valeur donnée. Dès le moment où on a un epsilon qui est fixé, donné, si vous voulez, il existera un delta pour lequel un delta donné pour lequel le x, quand il va se rapprocher de x0, je serai toujours coincé dans un intervalle donné. Donc je peux coincer aussi petit soit-il mon epsilon, de telle manière à ce que dans cet epsilon, je prenne des valeurs, voilà, je prenne des valeurs, et que ces valeurs vont se rapprocher, si vous voulez, de L, quand ici je veux me rapprocher de x0 en coinçant convenablement bien, en ayant fixé un epsilon, et un delta va en exister, va en ressortir. Alors comment mettre ça sous forme de définition? Eh bien sûr, je vous avais dit tout à l'heure que la limite, quand x tend vers x0, x différent de 0, de x0 bien sûr, de f de x est égal à L, bon, c'est ça qu'il faut définir, eh bien, il faut partir du fait qu'il faut se fixer un epsilon. Je me fixe un epsilon, bien sûr appartenant à R plus 0. Cet epsilon là, c'est une valeur, hein, c'est une valeur. Je dirais même plus, à place de parler de forme ensembliste, je préfère mettre ceci strictement positif. Voilà. Donc, pour un epsilon, et ça, quel que soit tout epsilon, hein, aussi petit soit-il, pour tout epsilon aussi petit soit-il, ben, on va dire qu'il existe un delta, là aussi appartenant à R plus 0, là il est mis sous forme ensembliste, je préfère le mettre sous forme algébrique, strictement positif. Donc, dès le moment où vous fixez ici un epsilon, si vous arrivez à trouver un delta, avec la définition que je vais mettre maintenant, c'est que la limite, elle existe. Voilà. Bon, alors, maintenant, il faut mettre cette fameuse définition. On va dire que, ici, pour dire qu'il est aussi bien à gauche qu'à droite, quand je prends une valeur aussi proche de x0, inclus dans l'intervalle delta existant après avoir fixé epsilon, eh bien, on écrit ça comment? En fait, c'est x moins x0 plus petit que delta. Plus petit que delta. Voilà. Mais je peux aussi avoir à gauche x moins x plus x0, qui est aussi plus petit que delta. Delta étant strictement positif. Si delta est strictement positif, c'est-à-dire que x0 moins x moins x0, ici x0, x moins x0 est plus grand que delta. Donc, delta delta c'est ceci. Donc x moins x0 doit être ici x qui est plus grand que ici, x est plus grand que x0. Si je fais x moins x0, c'est un petit écart ici. Le petit écart doit être plus petit que l'écart qu'on a ici, delta. Ça c'est l'écart parce que ça, l'intervalle ici vaut x0 plus delta.
Voilà, et celui-ci vaut x0 moins delta. Donc ça veut dire qu'ici on a delta et là moins delta. Donc si je coince ici x moins x0, il doit être, si vous voulez, x moins x0 doit être plus petit que delta. Donc il doit être x moins x0, le nombre aussi petit soit-il, doit être inclus dans l'intervalle x plus 0 plus delta, x0 plus delta. Donc plus petit que delta. Maintenant, si je prends l'autre, je prends un moins x qui est l'autre côté de ici, moins x, je fais plus x0, moins x plus x0, je suis ici. Voilà, celui-ci, il doit être... en fait, ça correspond, moins x plus x0 correspond à x moins x0. Et x moins x0, si je prends un x ici, moins x0, ben, j'ai un écart à gauche. J'ai un écart à gauche. Et ça, il doit être plus grand que le delta. C'est-à-dire qu'il doit être compris dans l'intervalle x0 moins delta, si vous voulez. La preuve, on peut le voir ici, x plus grand que x0 plus delta. Oui, ici, il y a peut-être une erreur. Donc, x moins x0 doit être plus petit que delta. Ça, c'est bon. X moins x0, x moins x0. Je prends par exemple 2. Si on a x0 qui vaut 2, je vais avoir ici 2,2 moins 2. On est positif. On est positif, mais il doit être plus petit que delta. Voilà. Alors, si je prends un x, oui, ici une petite erreur. Hein. Parce que si je prends moins x plus x0 doit être plus petit que delta, ça veut dire que moins x plus x0 doit être plus grand que... Ça veut dire que l'opposé, qui est x moins x0, doit être plus grand que moins delta. Moi, si je prends l'opposé ici, je dois prendre l'opposé ici, donc plus grand, et le signe change d'inégalité. Donc ici, j'ai bien x plus grand que x0 moins delta, donc c'est juste. Donc, ici, le x est bien plus grand que x0 moins delta, alors que là, on a le x qui est plus petit que x0 moins x0, ça fait x0 plus delta. Voilà, c'est juste. Le x est bien plus petit que x0 plus delta. Là, on a bien le x qui est bien plus grand que x0 moins delta. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour vous dire que... Bon, je vais bien refaire sur une... ici, séparément, ici. Donc, c'est ce qui fait x moins x0 plus petit que delta. Ou on peut avoir l'opposé, moins x plus x0 plus petit que delta. Donc, de ceci, je vais tirer x plus petit que x0 plus delta, et de celui-ci, je vais tirer moins x, l'opposé de ceci, c'est qui fait x moins x0 plus grand que moins delta, donc x plus grand que x0 moins delta. Voilà. Alors, pour vous dire que ces deux écritures-là sont bonnes, parce que je viens de les démontrer toutes les deux, voilà, donc ce que je peux dire que en réunissant ces deux-ci sont deux opposés, ça revient à dire la valeur absolue de x moins x0. Voilà, plus petit que delta. Voilà. Et bien sûr, x moins x0, il est strictement positif. Hein. Il est strictement parce qu'il existe, mais x est différent de x0. X est différent de x0. Donc,
c'est un intervalle qui est strictement positif et en même temps plus petit que... Donc on aura x moins x0 plus petit que delta. Voilà. Et ça va entraîner directement, ben, si vous prenez donc une valeur x moins x0 ici proche de x0, mais qui est inclus dans l'intervalle x0 plus delta, ou l'inverse si vous prenez l'autre côté, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, ben, ça va entraîner que voilà, on va avoir la même chose, hein, f de x moins cette fois-ci L. F de x moins L plus petit que epsilon. Et bien sûr, ceci c'est strictement positif. Voilà. Et si vous avez ça, ben, vous avez la définition de... ça c'est la définition limite. Définition limite. Bon, alors, moi ce que je vais faire, je prends un cas de figure et je vais appliquer ça à un cas de figure bien défini. Alors, je prends une fonction quelconque. Je prends x carré y égale f de x. F de x c'est x carré moins 5x plus 6 le tout sur x moins 2. Voilà, c'est simple. Alors vous allez me dire, ouais, il faut tracer cette fonction. Ouais, c'est facile à tracer parce que là vous avez du deuxième degré et là vous avez du premier degré. Ce qui veut dire que le rapport sera du premier degré. Donc on aura une droite. Voilà, ici je peux vous dire qu'on aura une droite. Voilà. Mais avant toute chose, il faut rechercher, comme je vous ai dit, le domaine. Je vais chercher le domaine de définition. Et le domaine, on sait bien que c'est, on voit tout de suite ici, là on a du second degré, le domaine c'est R, mais par contre ici, avec la fraction au dénominateur, le domaine de définition sera R sauf 2. Je ne peux pas mettre 2 dedans. Pourquoi? Parce que si je mets 2 moins 2, ça fait 0. Je ne peux pas annuler, je veux dire, un dénominateur. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, je peux... En fait, comment fait-on pour trouver ça? Je dois chercher les conditions d'existence où x moins 2 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, je vais rechercher la limite en tout point. Il n'y a aucun sens, parce que elle est continue partout. Donc si je recherche la limite, par exemple, en 4, alors on va chercher la limite en x tendant vers 4, mais je vais trouver 4 au carré moins 5 fois 4 plus 6, le tout sur 4 moins 2. Vous allez trouver une valeur, c'est normal, elle est définie, x appartient au domaine, donc le 4 appartient au domaine. Hein, et donc s'il appartient au domaine, je peux trouver à chaque fois en tout point une valeur qui est la valeur prise en remplaçant la valeur pour laquelle on recherche la limite dans la fonction, et vous allez obtenir une valeur définie. Par exemple ici 4 au carré 16, 16 moins 20, 16 plus 6, 4 au carré 16 plus 6, 22, 22 moins 20, ce qui fait 2, et 4 moins 2 ça fait 2, 2 sur 2 ça qui fait 1. Voilà, vous avez 1. La limite quand x tend vers 4 ça fait 1. Parce que 4 c'est un point qui est défini dans la continuité de la fonction, et donc il suffit de remplacer le 4 là-dedans pour avoir la valeur qui vaut 1. Voilà, donc il n'y a pas d'intérêt à calculer la limite pour une fonction, pour des points de continuité. Voilà, mais par contre maintenant je dois remplacer pour, je vais rechercher la limite quand x tend vers 2. Et je vais appliquer la définition, c'est surtout ça. La définition que je viens de mettre, je vais l'appliquer. Bon, la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 5x plus 6 sur x moins 2. Je remplace, ce qui fait 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6, le tout sur 2 moins 2. On a 4 moins 10 plus 6 qui fait 10 moins 10 qui fait... Voilà. On a du 0 sur 0. Ça, dans le calcul de limite, c'est ce qu'on appelle un cas d'indétermination. Cas d'indétermination qui est plutôt le cas d'indétermination 0 sur 0. Ça veut dire que s'il y a du 0 sur 0, ça veut dire qu'il le 2 il est aussi bien pôle. Pôle, ça veut dire que c'est la racine du dénominateur, mais il est racine du numérateur. Donc ça veut dire que je vais factoriser ici celui-ci et me rendre compte qu'il y a un x-2 dedans. Fatalement, il y a un x-2. Parce que
s'il y a un 0 sur 0 provenant quand je remplace par 2, ça veut dire qu'il y a ici j'ai un x-2, mais j'ai un x-2 au-dessus aussi. Voilà. Et pour relever l'indétermination, je vais les simplifier tout simplement. Donc, je vais calculer ceci. Voilà. Donc, la fonction y égale x carré moins 5x, y égale x carré moins 5x plus 6, le tout sur x moins 2. Voilà, et on va factoriser. Le a ici, c'est du second degré. Le a vaut 1, le b vaut moins 5, le c vaut 6. Voilà. Ce qui fait delta égale b carré moins 4 fois a fois c, ce qui fait 25 moins 24, ce qui fait 1. Voilà. Donc moins b, x1, x2, vaudra moins b, ce qui fait 5, plus ou moins 1 sur 2, a vaut 1, ce qui fait 6 sur 2, ce qui fait 3, et 5 moins 1, 4 sur 2, ce qui fait 2. Donc les racines, c'est 3 et 2. Les racines, c'est 3 et 2. Alors, 3 et 2. Bon, je peux voir que c'est 3 et 2 parce que 3 au carré, ça fait 9 moins 3 fois 5, 15. 9 moins 15, ça fait moins 6, plus 6, ça fait bien 0. Donc il est bien racine de celui-là. Et celui-là, ça fait 2 au carré 4, moins 5 fois 2, 10. 4 moins 10, moins 6, plus 6, ça fait 0. Donc il vaut bien 0 pour 3 et 2. Donc les racines, c'est bien 3 et 2. Donc si je factorise, c'est le a qui vaut 1, une fois x moins 3 fois x moins 2. Mais le 1, je ne suis pas obligé de le mettre parce que bon, le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc voilà, je ne suis pas obligé de mettre 1 ici. Voilà. Alors ici, je vais diviser par x moins 2. Voilà. Et on voit bien que c'est ça qui crée... c'est celui-ci qui posait problème. x moins 2, x moins 2. Alors, pour soulever la détermination, à la limite quand x tendant vers 2 de ceci, donc de x moins 3 fois x moins 2 sur x moins 2, vous comprenez que quand je remplaçais par 2 ici, 2 moins 2 ça fait 0, 2 moins 2 ça fait 0, 2 moins 3 ça fait moins 1, moins 1 fois 0 ça fait 0, 0 sur 0, donner un cas de figure de 0 sur 0, un cas de détermination de 0 sur 0. Alors, oui ici, parce qu'on n'a pas vu à l'écran, mais la factorisation c'est x moins 3, parce que c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Voilà, x1 c'est 3, x2 ça fait 2, le a vaut 1. Bon, j'ai mis 1, voilà. Et ça donne x moins 3 fois x moins 2 fois a qui vaut 1, 1 est neutre pour la multiplication. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais comme on ne voyait pas à l'écran, je suis censé le répéter. Alors pour soulever la détermination, mais il suffit de simplifier ces deux-ci. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a ici x moins 3. X moins 3. Donc ce qui fait 2 moins 3 égale moins 1. Donc la limite vaut moins 1. La limite de quand x tend vers 2 de la fonction là, mais ça fait moins 1. La limite ici, je rappelle qu'elle était définie dans R sauf 2. Donc je regarde cette fois-ci la limite quand x tend vers 2 et je me rends compte que la limite elle fait moins 1. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème dans ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je sais que la limite en 2 vaut moins 1, ce qui veut dire que ceci, je vais tracer, c'est une droite qui était x-3. Si vous vous rappelez, c'était la droite x-3. Si x vaut 0, on a moins 3. Si x vaut 1, on a moins 2. Si x vaut 2, ouais, je fais y égale x-3. Si x vaut 0, ça fait moins 3. Si x vaut 2, ça fait moins 1. Si x vaut
moins 1, moins 2, moins 2, 6 vaut 1, ça fait moins 3. 6 vaut 2, ça fait moins 2. 2 moins 3, moins 1. 6 vaut... Attends, je recommence, parce que je vais un peu trop vite. 6 vaut 0. 0 moins 3, ce qui fait moins 3. 6 vaut 1. 1 moins 3, moins 2. Voilà, on a le point là. 6 vaut 2. 2 moins 3, moins 1. Et 6 vaut 3, ça fait 0. Donc, la droite, elle fait ceci, à ceci près que, en fait, elle n'est pas définie en 2. Parce qu'en 2, on avait dit que ça fait, la limite fait moins 1. Donc, on n'atteindra jamais le moins 2. Le moins 2, on ne l'atteindra pas. Mais on peut s'en approcher, par la droite ou par la gauche. Et sa limite vaudra moins 1. Donc, c'est une limite qui ne sera... qu'on n'en atteindra jamais, mais qu'on peut s'approcher. On peut s'approcher moins 1, parce qu'elle est discontinue. Mais s'il était continu, on peut l'atteindre. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il suffit de faire... on peut calculer la limite. Pourquoi on peut calculer la limite? Parce que le point là est adhérent. Donc je peux calculer en x égale 2 parce qu'il est adhérent. Je peux en faire une prolongée et la rendre continue. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais appliquer la définition à ce calcul à cette limite. Attention qu'appliquer la définition n'est pas un calcul. Bien que je vais faire du calcul dedans, mais ce n'est pas un calcul de limite, c'est pas un calcul de limite. Vous allez voir pourquoi. Alors ici, rappelez-vous de la définition, c'est quel que soit epsilon positif, il existe, si vous voulez, un delta strictement positif, que quand je prends x moins x0 plus petit que delta, ça va entraîner que f de x moins L plus petit que delta. Je vais appliquer ça ici. Alors, le x0 ici. Le x0 ici, c'était la limite quand x tend vers 2. Donc, je vais tendre vers 2, la valeur 2. Et on a trouvé que quand la limite quand x tend vers 2 de f de x, ça faisait moins 1. Donc le L vaut moins 1. Et le x0, ça c'est quand x tend vers x0, et le x0 valait 2. Donc le L il vaut moins 1. Mais moins 1, c'est qui fait plus 1. Donc ici j'ai plus 1. Bon. Donc je dois rechercher ce fameux epsilon et delta. Attention qu'ici il y a un petit problème. En x c'est delta, mais là c'est epsilon. Voilà. Attention que ce epsilon il est donné. Hein. Il faut trouver, si vous voulez, l'existence de ce fameux delta. Donc vous voyez que c'est une définition un peu loufoque. Hein. On donne un epsilon donné, si j'arrive à trouver l'existence d'un delta, c'est que la limite existe. Alors, pour ça, je vais calculer ceci. Donc ici, j'aurai x moins 2 plus petit que delta. Par contre, là, je vais avoir 0. Et f de x, si on se rappelle, c'était... ça revenait à x moins 3. Voilà. Ça revenait à x moins 3, parce que c'était x carré moins 5x plus 6 le tout divisé par x moins 2. Et la simplification de ça donnait x moins 3. Bien sûr, elle n'était pas définie en 2. Mais moins 3 plus 1, ça qui fait moins 2. Voilà. Alors là, j'ai tout. Pour que la limite existe, il suffit de donner à epsilon la valeur de delta. Vous voyez, parce qu'ici, on voit bien que delta est égal à epsilon. Donc si je donne à epsilon la valeur de delta, eh bien, là, si je donne à epsilon la valeur de delta, mais il existe un delta qui voudra delta. Voilà. Donc il suffit de fixer la même valeur ici et là, et je veux dire, ça prouve que la limite existe.
Voilà. Mais c'est un petit peu loufoque pour démontrer, c'est pas un calcul de limite. Hein. Donc pour calculer les limites, il faut le domaine. Bon, voir si le point est adhérent au domaine. Voilà, s'il est adhérent au domaine, je peux calculer la limite. À partir de là, si je calcule la limite, je peux calculer la limite, il n'y a pas de problème. La limite, bien sûr, ici, c'est pour la définition calcul de limite en un point. Et puis après, je peux établir une relation de la limite de la fonction à travers d'une définition des limites en un point. Mais pour ça, il faut que je calcule la limite en un point où j'ai cherché, bien sûr, le domaine. Un point adhérent au domaine, je calcule sa limite et à partir de là, je peux appliquer la définition. Donc vous trouvez que c'est un petit peu bizarre. Hein, pour appliquer une définition, je dois calculer une limite. Bon, c'est un petit peu spécial. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc j'utilise la définition des limites en calculant la limite qui vaut plus 1 et d'avoir calculé au préalable le domaine. Il faut que le point soit adhérent au domaine, bien sûr. Et à partir de là, je peux appliquer ça et je remarque que d'après les expressions qui sont similaires ici, eh bien que pour que ce soit similaire, il faut que je puisse prendre un epsilon qui soit égal au delta, tout simplement. Et là, pour un epsilon donné, le delta sera égal. Et ce epsilon donné sera un delta. Je prends delta et j'aurai l'existence de ce delta-là. Et donc, fatalement, la limite existe. Donc, en d'autres termes, cette définition ne permet pas de trouver, si vous voulez, la limite, mais de vérifier si un nombre donné peut jouer ce rôle. Et donc, ce nombre donné, je dirais même c'est un nombre donné, parce que c'est 1 et 2. C'est -1 et 2. -1 et 2, pas 1, parce que c'est le moins par moins qui donnait plus, mais c'est -1 et 2. La limite valait -1. Voilà, donc c'est juste une vérification. Donc voilà. Je vous remercie.